Je l'ai pas vu. Je vous mets là, Edouard. Ah, ouais. Moi, je suis désolé, j'ai plus de cartes et je ne peux pas les refaire tout de suite Dans 1h15. Président, vous avez une jolie place là. 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 Ah, Philippe. Comment tu vas? Ça va? Ça va, Isidore. Bon, écoute, tout le monde va bien. Mais j'ai demandé après. Monsieur Guillaume, qui est ambassadeur, délégué à l'action extérieure des collectivités territoriales. Allez, on va pas tarder puisque maintenant ça y est, j'ai récupéré tous mes intervenants. Avec un petit jingle peut-être pour commencer, si la régie veut bien nous l'envoyer. Allez, on y va. Bonjour à tous, bienvenue. On est aujourd'hui au siège du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Monsieur le Vice-président. On fait des rencontres économiques francophones. On fait que l'AIRF, l'Association internationale des régions francophones. Et on va parler aujourd'hui d'énergie et de mix énergétique, puisque c'est le sujet qu'on a abordé toute cette journée avec pratiquement une centaine, Monsieur le Vice-président, de collectivités territoriales qui sont en fait les membres de l'AIRF, qui sont venus échanger aussi avec des entreprises, avec des ONG. Et là, on est un peu sur cette conférence plénière. Je salue à distance Cher Ndiaye qui merci, cher, qui remplace la ministre au pied levé, qui est encore en Conseil des ministres et qui est le secrétaire général du ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal. J'espère que la visio va bien fonctionner dans quelques instants. Je commence par vous, Philippe. Merci de nous accueillir dans vos beaux locaux, absolument magnifiques, oui, pour parler d'énergie avec un bâtiment efficient énergétique en plus. Donc... Oui, mais auquel il manque la climatisation. Bah oui, mais efficient, énergétique. Bon, l'énergie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ici en région Rhône-Alpes. C'est efficace. Oui. L'énergie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et pourquoi c'est une thématique chère à la région Rhône-Alpes, enfin à la région Auvergne-Rhône-Alpes? Bien, d'abord, permettez-moi, Marc, de saluer nos hôtes ici présents. D'abord, mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs les présidents, les chefs d'entreprise, et puis surtout mes chers amis africains de l'Afrique francophone que je retrouve toujours avec un grand plaisir, puisque nous nous voyons régulièrement dans le cadre des activités de l'Association internationale des régions francophones présidée par Laurent Wauquiez. Alors, pourquoi ici en région Auvergne-Rhône-Alpes et pourquoi nous sommes mobilisés sur ce thème-là? D'abord parce que tout simplement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France. Et que vous n'avez pas d'industrie si vous n'avez pas d'énergie. Donc il faut fabriquer de l'énergie. Et donc il faut fabriquer de l'énergie pour avoir de l'énergie d'abord en termes de stabilité de production et puis aussi de l'énergie en termes de prix, parce qu'on ne peut pas avoir des mouvements erratiques comme on peut les connaître d'ailleurs actuellement suite au conflit en Ukraine en permanence, parce que vous ne pouvez pas avoir des programmes d'investissement ou de faire tourner des entreprises si vous avez des explosions de coûts énergétiques qui fait que ça vous revient plus cher de fabriquer que de vendre. Donc l'énergie, c'est la priorité absolue quand vous avez une activité industrielle importante, comme c'est le cas en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Puis l'énergie, c'est la vie en général. L'énergie, c'est d'abord la chaleur pour nous, Européens, et plus particulièrement Auvergnats-Rhône-Alpins, quand il s'agit de nous chauffer l'hiver. Si vous n'avez pas de chauffage, vous attrapez la maladie. Et si vous êtes malade, eh bien derrière, les problèmes s'accumulent. Et c'est la famille qui en pâtit. Donc l'énergie, c'est le chauffage. L'énergie, c'est aussi la climatisation, parce que parfois, il est aussi bien utile de l'avoir de la climatisation et du refroidissement. Ça, c'est possible qu'avec l'énergie. Donc l'énergie, c'est aussi la lumière. La lumière, ça permet aux enfants d'apprendre. Ça permet à tous les enfants du monde d'apprendre, aussi bien ici, chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, qu'en Afrique, dans les villages les plus reculés. Donc l'énergie, c'est la vie, et donc l'énergie, c'est vital. Et pour nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous produisons de l'énergie. D'abord, nous avons l'énergie nucléaire. Nous sommes des fervents partisans de l'énergie nucléaire. Nous avons aussi l'énergie hydraulique. Nous soutenons évidemment la filière hydraulique, et puis le président Laurent Wauquiez a mis en place un plan hydrogène assez conséquent, parce que c'est un des premiers plans au niveau national où nous consacrons des investissements importants et majeurs justement pour développer cette source d'énergie nouvelle, pour être moins dépendant des importations, y compris d'uranium. Donc l'énergie, c'est une priorité absolue pour nous, et cette priorité-là, on peut aussi la porter à l'international, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes a une histoire de partenariat avec les différentes collectivités étrangères et notamment francophones, avec l'Association internationale des régions francophones. Grâce aux compétences que nous avons avec nos entreprises, nos pôles, nous pouvons aussi former les agents, notamment présents dans les collectivités territoriales africaines, pour justement favoriser l'arrivée de l'énergie sur leur territoire concernés là où ils ont la compétence justement pour mettre en œuvre cette arrivée de l'énergie à des prix raisonnables. Donc on agit au niveau de la région pour produire l'énergie pour nos propres activités. On agit à travers notre politique à l'international en soutenant les collectivités territoriales, notamment francophones, à travers l'ARF en formant les cadres. Et puis surtout, on travaille avec nos entreprises, puisque nous avons un vivier d'entreprises absolument exceptionnel en région Auvergne-Rhône-Alpes, compétentes en matière d'énergie. Et ça, pour nous, c'est une pépite. Et ces entreprises, elles se projettent aussi à l'international à nos côtés. Et elles permettent ensemble d'avoir des échanges économiques fructueux pour nos collectivités territoriales respectives. J'ai par exemple l'idée en tête de la Côte d'Ivoire avec l'ONG Corail qui a une action très, très importante, et aussi très prochainement en Mauritanie pour contrôler le niveau des eaux et permettre d'avoir une meilleure gestion des eaux. Donc on a aussi des activités au Burkina Faso. Franchement, c'est pour nous un élément majeur, une pierre angulaire de nos partenariats à l'international, l'énergie. C'est la raison de ma présence ici à vos côtés, Marc, et de vous, mes très chers amis. Et puis, je dois dire que je suis vraiment très, très heureux de pouvoir retrouver mes amis africains, parce qu'avec le Covid, on s'est quittés quand même pendant plusieurs mois, pour ne pas dire années. Et c'est toujours un plaisir de se revoir tous ensemble, même si nous nous sommes déjà retrouvés au Forum de l'eau à Dakar. C'est vrai qu'on était ensemble au Forum de l'eau à Dakar. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on fait une thématique sur l'énergie, puisque pendant le Covid, on avait fait une conférence digitalisée sur le sujet de l'énergie, où il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient pitché. Et je pense que ça avait suscité l'intérêt. Et je suis heureux qu'on puisse faire ça en physique, en présentiel. C'est quand même un peu mieux. Donc on a eu beaucoup d'exemples ce matin. Alors le Sénégal et l'ambassadeur du Sénégal était là ce matin. C'est vrai que le Sénégal est un peu à l'honneur. Et je peux peut-être demander à Chernian, qui est le secrétaire général du ministère du pétrole sénégalais, qui remplace sa ministre un peu au pied levé. Et je voulais le remercier en même temps d'être présent. Si à la régie, ils peuvent nous le mettre à l'image. Chernian, bonjour. Peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je vous entends très bien. Bonjour, merci en tout cas d'avoir joué le jeu et d'être avec nous un peu au pied levé. Alors, le Sénégal est un peu à l'honneur, monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, avec, à mon avis, un exemple d'un pays qui, on parle, l'idée est de parler un peu de mix énergétique,
et sur lequel vous êtes un pays sur lequel c'est un peu une exemplarité. On a découvert du pétrole chez vous, on a découvert du gaz, et en même temps, si j'ai bien compris, vous êtes un des pays, un des premiers producteurs d'énergie verte, entre guillemets, dans les pays d'Afrique. Racontez-nous ça, comment vous voyez ça? Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je représente Madame la ministre Aïssatou Sophie Gladima, qui est actuellement au Conseil des ministres. Il m'a demandé de la représenter en tant que secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies. Je voudrais tout d'abord vous saluer les panélistes et aussi vous féliciter pour la tenue de ce forum qui vient répondre à l'actualité sur l'énergie. Effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal a eu de grandes découvertes de pétrole et de gaz au cours des dernières années, surtout en 2014. Et normalement, nous attendons le premier baril de pétrole à la fin de l'année 2023 et aussi le first gaz qui provient de nos champs gaziers fin d'année 2023 aussi. Donc normalement, si tout se passe bien, Inch'Allah, comme on dit chez nous, à la fin de l'année prochaine, nous serons producteurs de pétrole et de gaz. Mais en parallèle, ça ne nous a pas empêché d'avoir un plan stratégique de développement des énergies renouvelables. Il convient de noter qu'au Sénégal, actuellement, nous avons dans notre mix environ 30% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, qui provient principalement du solaire, de l'éolien et aussi de l'hydroélectricité. Donc actuellement, l'État du Sénégal a mis en place une stratégie gas to power parce que nous considérons que le gaz doit être considéré comme une énergie de transition, mais aussi on continue en même temps de développer les énergies renouvelables avec les sources qui sont disponibles et en parallèle réfléchir à une stratégie sur l'hydrogène vert et aussi tout ce qui est carbone capture. Donc, la notion de développement de l'Afrique ne peut pas s'identifier au cas, par exemple, occidental, du fait que les enjeux sont différents à cause de l'écart en termes de développement économique de nos pays. Donc, cela se justifie surtout dans l'accès à l'énergie par le fait qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, à l'énergie. Et donc, le développement de nos pays passe donc dans un premier temps par l'accès universel à l'énergie. Donc nous aurons certainement l'occasion d'aller plus dans les détails au fur et à mesure des discussions. Je vous remercie. La stratégie que vous menez, donc la découverte du pétrole et du gaz, vous allez l'utiliser pour financer le développement du Sénégal. Vous n'allez pas l'utiliser pour nous le vendre, hein, puisqu'on aura bien besoin de votre gaz dans pas longtemps. Finalement, c'est peut-être vous qui allez nous fournir de l'énergie. Est-ce que vous allez l'utiliser donc pour vendre, ou est-ce que vous voulez l'utiliser pour, l'utiliser au Sénégal? Alors, en fait, vous allez faire des centrales à gaz, vous allez mettre des pipelines de gaz de partout, ou est-ce que vous allez continuer une stratégie d'énergie verte et nous vendre votre gaz? En fait, au Sénégal, nous avons 2 champs gaziers. Donc, il y en a un qui est dans le nord, où nous avons environ 20 TCF de gaz que nous partageons avec la Mauritanie, et un autre champ gazier qui est à l'intérieur du Sénégal, qui est 100% sénégalais, qui est dans nos eaux, où nous avons le même potentiel, environ donc 20 TCF. Donc la stratégie, c'est de prendre le gaz qui est dans le nord, qui est en cours de développement et qui sera livré l'année prochaine. Nous prévoyons 2,5 millions de tonnes par an, et c'est du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, qui sera exporté, qui sera donc vendu. Et une partie de ce gaz sera du gaz sec, donc qui va alimenter une centrale électrique dans le nord. Mais comme je le disais tantôt, on a un autre champ qui s'appelle Yakar-Teranga, qui a environ 20 TCF de gaz et nous permet d'avoir un minimum de 150 millions de pieds cubes jour pour alimenter environ une capacité de 1000 MW au gaz. Donc, le champ gazier du Nord sera pour l'exportation de GNL en Europe et autres. Donc, ça, c'est la première phase. Et nous allons faire la deuxième phase pour monter jusqu'à environ 10 millions de tonnes par an de GNL à vendre. Et puis, dans notre champ gazier de Yakar-Teranga sera dédié exclusivement au marché sénégalais et à la production d'électricité. Nous avons aussi créé une société nationale qui s'appelle Réseau gazier du Sénégal, qui va construire des réseaux de gazoducs entre le point de livraison du gaz, donc des projets amont, jusqu'au lieu de consommation, donc les centrales électriques, et aussi les industries
qui ont besoin de gaz. Donc, pour résumer, on a une partie de notre gaz prévu pour l'exportation, qui est le champ du Nord, et puis le deuxième champ 100% sénégalais est prévu pour le marché local. Mais en parallèle, l'État s'est donné comme objectif de maintenir un niveau élevé d'énergie renouvelable. Nous voulons maintenir au moins 30% d'énergie renouvelable. Donc, nous allons continuer à construire des centrales solaires et aussi développer l'hydroélectricité avec le potentiel sous-régional que nous avons. Côté électrification rurale, vous voyez votre stratégie comment et quels sont les moyens que vous mettez là-dessus? Et quels sont vos objectifs? Aujourd'hui, par rapport à l'électrification rurale, justement, nos projets gaziers et donc la commercialisation de ce GNL va nous permettre de développer les projets d'électrification rurale. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu urbain, on est à plus de 90% dans le milieu urbain. Et sur le milieu rural, on est à 55%, ce qui nous fait environ une moyenne de 78%. Mais l'État du Sénégal a lancé l'année dernière ce qu'on a appelé une table ronde des bailleurs pour chercher des financements et développer des projets d'électrification rurale parce qu'il y a un objectif d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. 2025, c'est demain. 2025. C'est demain, c'est très ambitieux. Donc, son Excellence le Président Macky Sall a fixé cet objectif ambitieux d'accès universel avec une énergie en quantité accessible à tout le monde. Et cette politique découle d'une démarche inclusive qui place l'énergie parmi les piliers majeurs du plan Sénégal émergent. Et donc aujourd'hui, nous avons bouclé la plupart des financements, des projets sont lancés. Et en tout cas, on se donne comme objectif de finaliser ça à l'horizon 2025 pour l'accès à l'électricité. Et nous comptons aussi sur les revenus que vont générer les projets pétroliers et gaziers pour continuer à financer l'accès universel et financer aussi des projets d'énergie renouvelable pour réduire notre dépendance au HFO, parce que nous sommes aussi en train de convertir toutes les centrales qui marchent au HFO en centrales électriques au gaz. Donc on aura un mix principalement gaz et énergie renouvelable. Ok. Le Sénégal, c'est grand, notamment une région un peu plus enclavée qui est la Casamance. Vous la traitez de la même façon ou comment est-ce que vous amenez? Parce qu'on dit souvent que l'électricité dans un certain nombre de régions, notamment rurales, sert principalement pour l'agriculture. Comment vous voyez un peu la chose? Pour la région de Casamance, je suis dans le conseil d'administration de la Société nationale d'électricité. La semaine dernière, il y a un contrat, par exemple, d'une nouvelle centrale solaire qui sera faite dans cette zone du sud. Et aujourd'hui, le réseau interconnecté de Sénélec, donc du Sénégal, arrive jusque dans ces régions du Sud. Donc, c'est une préoccupation majeure des autorités. Et donc, ces centrales seront aussi implémentées un peu partout dans le Sud. Aussi dans le sud-est du pays. Parce qu'au Sénégal, nous avions le réseau interconnecté qui allait jusqu'à la moitié du pays et pas dans la zone du sud-sud-est, où effectivement, surtout dans l'est du pays, les taux d'accès sont un peu plus faibles, juste parce que le Sénégal, la plupart des populations sont vers l'ouest du pays, mais il est prévu un plan de développement de ces zones à travers l'installation de nouvelles centrales électriques et aussi l'interconnexion que nous prévoyons avec les pays du Sud. La Guinée, aujourd'hui, il y a environ 1600 km de câbles haute tension en cours de construction pour nous interconnecter avec la Guinée et pouvoir aussi utiliser l'hydroélectricité qui existe là-bas. Et nous avons aussi des projets en commun dans le cadre de l'organisation sous-régionale. Très bien. Beaucoup de pays ont résolu, on pense résoudre en tout cas l'accès à l'énergie du plus grand nombre en subventionnant des kits solaires individuels. Est-ce que c'est le cas au Sénégal ou est-ce que ce n'est pas du tout la politique? Tout à fait, tout à fait. Nous avons développé pas mal de projets solaires dans certaines zones qui sont très reculées. Le problème que nous avons est qu'au Sénégal, il y a des zones, vous allez dans une zone très reculée où il y a peut-être un village d'une trentaine de personnes, vous allez 20 km après, c'est pareil, donc les gens sont très dispersés. Nos amis, par exemple, il y a un pays du Maghreb qui a pu régler ces problèmes d'accès en regroupant les gens dans les villes et faire des vraies villes, ce serait plus facile pour faire de l'extension de réseau. Mais étant donné que nous avons une configuration différente, nous sommes en train de développer des projets de système Home Solar System et aussi des centrales solaires décentralisées. Et nous en avons même inauguré
plusieurs dans la zone du sud il y a quelques mois, avec bien entendu des batteries de stockage. Très bien. Merci beaucoup. Je reviendrai peut-être vers vous si vous pouvez rester connecté, peut-être pour avoir votre réaction sur d'autres points. Merci en tout cas, Monsieur le Secrétaire Général. Monsieur le Président Elmadiou, bonjour. Vous êtes, vous, du pays voisin, vous êtes la Mauritanie, vous êtes au nord, hein, c'est ça, de la Mauritanie. Prenez donc un micro si vous le voulez bien. Tout au nord, avec une région qui compte, vous me disiez, 150 000 habitants, c'est ça? À peu près. Ah, on ne vous entend pas. Si, est-ce qu'il est bien en marche d'abord? Testons. Oui, il est bien en marche. Voilà, oui, à peu près. Alors vous nous avez préparé quelques petites images et un peu un reportage pour voir un peu comment vous aviez-vous pris la problématique de l'énergie solaire en Mauritanie en prenant quelques exemples. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je remercie aussi l'Assemblée et je vous remercie pour l'occasion qui nous est donnée pour parler un peu de l'énergie dans certains pays africains. Je voudrais, avant de revenir aux commentaires des images que je vais présenter, je voudrais revenir sur le mix énergétique en Mauritanie parce que c'est le sujet principal. Donc la Mauritanie, c'est un pays essentiellement désertique. Au sud, nous avons de l'eau, nous avons de l'agriculture, mais l'essentiel du pays est désertique. Donc, il y a un problème d'énergie et d'eau qui est posé. Donc, actuellement, notre capitale, Nouakchott, c'est à peu près 30% de la population du pays. Et le mix énergétique est le suivant. Nous avons essentiellement des centrales qui fonctionnent au fioul. Nous avons du solaire, à peu près une vingtaine de mégawatts, 60 mégawatts, et nous avons de l'éolien. Et en plus, notre réseau national est interconnecté au réseau des pays de l'OMVS, essentiellement le réseau de Manantali. Je voudrais dire également que la Mauritanie est un pays qui a de belles perspectives en matière d'énergie. Pour les raisons suivantes, nous sommes partenaires avec le Sénégal pour ce qui est du gaz. Donc on a un champ qui est situé à la frontière entre les deux pays et ce champ qui va être exploité d'ici 2023, nous dit-on. Donc c'est une perspective importante. Mais en plus, la Mauritanie a un champ à elle qui s'appelle, c'est un champ qui est dans les eaux territoriales mauritaniennes et qui a de très grandes capacités. Il n'est pas encore en cours d'exploitation, mais je pense qu'il le sera bientôt. Vous allez être un pays riche. Comment? Vous allez être un pays riche. Ben, j'espère qu'on sera un pays bien. Et en plus, le gouvernement mauritanien accorde actuellement une importance capitale aux énergies vertes et en particulier à la production de l'hydrogène vert. Nous avons... Oui, ils sont tous sur l'hydrogène vert. Voilà. Donc il y a des... Ils vont pouvoir nous fournir de l'énergie et nous, on va pouvoir faire les machines pour l'exploiter. Voilà. Donc, on compte produire de l'énergie, de l'hydrogène vert. Donc, ce sera l'eau de mer qui va être traitée par l'énergie solaire qui sera produite localement. Ah oui, alors carrément vert. Voilà, vert. Pas d'utilisation de gaz. C'est pas du gris. On va pas transformer du gaz en hydrogène, non. C'est ça. Et donc, nous avons notre réseau national qui est en train de se connecter avec les pays du Nord. Le Nord, c'est là où c'est le Nouadhibou, c'est là où nous avons l'industrie de pêche. Et c'est le Nord où nous avons les mines de fer. Déjà, l'interconnexion a été faite. Et le gouvernement mauritanien accorde une importance capitale à l'électrification rurale. Le rural, jusqu'à présent, on le faisait par des réseaux isolés, qu'ils soient en diesel ou qu'ils soient en solaire. Mais actuellement, le gouvernement est en train de faire l'interconnexion de toutes les régions du pays. Et ils espèrent que d'ici 2025-2026, pratiquement toutes les localités vont être raccordées au réseau. Et donc, les gens auront accès à l'électricité. Voilà. Donc pour vous, la problématique de l'énergie, c'est en fait une problématique de l'eau. Oui, vous avez bien dit, parce que l'eau, c'est la vie. Et maintenant, on peut dire aussi que l'énergie, c'est la vie. Donc, si nous avons de l'énergie, nous allons pouvoir produire de l'eau. Et cette eau pourra être destinée
premièrement à l'alimentation en eau potable des populations et deuxièmement à l'abreuvage des animaux parce que nous avons plus de 20 millions d'animaux. Donc on a besoin de beaucoup d'eau pour notre élevage et en plus pour l'agriculture parce que nous avons beaucoup de zones qui sont des oasis et des zones qui sont au nord qui ont besoin de l'eau pour continuer à exister, pour continuer à se développer. Et voilà donc... il faut pomper l'eau et probablement que l'eau doit être assez profonde, donc il faut beaucoup d'énergie. Oui, bon, là à peu près tous les forages que dont j'ai fait des photos sont des forages qui sont à peu près à 100-150 mètres. Ah bah quand même, Voilà. 150 mètres. Mais des fois, nous avons l'eau qui est douce, l'eau potable carrément. Voilà. Moi, je viens d'une ville au nord, c'est la ville minière qui s'appelle Zouarat. Elle est alimentée par un dessalement d'eau saumâtre. Ah oui. Oui. Ah oui, parce que c'est pas le tout de pomper de l'eau, c'est qu'il faut qu'elle soit potable. Voilà. Ce que nous buvons à Zouarat, c'est de l'eau qui est produite par des usines de dessalement de l'eau saumâtre. L'eau saumâtre qui n'est pas très salée, qui a 12 grammes, 15 grammes comme ça. Oui. Donc ça va. Ah bah ça fait quand même. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas consommable comme ça du tout, ni elle peut pas non plus être utilisée pour l'agriculture. Oui, bon, je ne connais pas bien l'agriculture, mais je sais que les agronomes nous disent qu'il vaut mieux avoir de l'eau potable, de l'eau douce pour faire l'agriculture. D'accord. Voilà. Donc vous avez fait des gros investissements là-dessus. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout en pompage solaire. Avant, le pompage, c'était des motopompes qui fonctionnaient à l'essence, au gasoil. Mais depuis quelques années, vous savez que le coût des panneaux solaires a chuté de façon incroyable. Donc, c'est devenu abordable, vraiment abordable. Et donc, il devient plus rentable d'utiliser l'énergie solaire pour le pompage. L'énergie solaire, elle a l'avantage, au départ, l'investissement peut peser un peu, bien que maintenant il devient bon marché, mais surtout, il n'y a pas de maintenance. Il n'y a presque pas de maintenance, il n'y a presque pas de... Donc, c'est vraiment rentable et tout le monde s'y met. Oui. Et donc, vous avez déployé ça dans toute votre région. Vous avez déployé cela dans toutes vos régions, dans toute votre région. Oui, l'énergie solaire, maintenant, elle est en train de se généraliser. L'image, vous voyez, là c'est... Vous voyez l'image, ça c'est un abreuvoir. On revient sur les chameaux, s'il te plaît, Laurent. Ça c'est un abreuvoir qui est au nord de la Mauritanie et donc c'est le pompage solaire. On a des nappes phréatiques qui sont douces et donc le pompe ici essentiellement il n'y a pas d'agriculture, mais il y a les animaux et puis il y a le fameux dromadaire qui est là, qui est l'animal emblématique de la Mauritanie. J'ai pas vu que c'était des dromadaires, j'ai dit chameau. Voilà, donc on lui donne à boire, c'est très important. J'ai pas vu. L'éclairage public, oui, important. Alors ici, on est très fort en éclairage public. Là, je vous ai mis une image, une photo plutôt. C'est le solaire, c'est l'éclairage public alimenté par l'énergie solaire. Mais vous savez, c'est difficile à cause de la maintenance. La maintenance de cet éclairage n'est pas facile parce vous avez un stockage et ce stockage nécessite un entretien, ça nécessite des visites, donc c'est pas facile. Des batteries qui chauffent. Voilà. Voilà. Compliqué ça, oui. Voilà. Là c'est une photo, je crois. Bon, là c'est une centrale. Là c'est une centrale solaire. Je crois que c'est un markshot. C'est une centrale, je crois, de 15 MW qui est connectée au réseau. Donc elle débite directement sur le réseau. Voilà. Pour connecter au réseau, c'est bien. Là, c'est une image de gens qui travaillent sur des réseaux ruraux. Le réseau rural, actuellement, on est en train de faire un réseau en tension, en moyenne tension, pour alimenter des localités qui sont isolées. Les localités isolées. Avant, elles étaient alimentées par des petites centrales. Maintenant, on est en train d'amener l'énergie à travers des réseaux moyenne tension, et surtout on est en train d'hybrider les centrales. Les centrales qui étaient en diesel maintenant, elles sont à moitié solaires ou 2/3 solaires, donc ça permet de faire beaucoup d'économies et surtout de dépenser moins pour le combustible.
sans compter les avantages écologiques, environnementaux, etc. Vous êtes au bout de vos investissements au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous serez arrivé à... Enfin, quels sont vos objectifs et vous pensez que vous y arriverez quand? Bon, vous savez, moi je ne suis pas du ministère de l'Énergie, mais j'ai quelques idées là-dessus. Je sais que le gouvernement mène des efforts très importants. Et je vous ai dit que je pense que d'ici 2025-2026, on aura pratiquement raccordé l'ensemble des localités sur le réseau national. Bon, je sais qu'en termes d'investissement, nous avons commencé il y a quelques années, mais ça ne finit jamais. Chaque fois que vous faites une énergie, il y a toujours du nouveau, il y a des développements, il y a les tout besoins ça. augmentent. Donc, Mais avec les perspectives que nous avons, je pense que la Mauritanie aura les moyens de continuer à développer de façon objective ses objectifs en énergie. Donc l'objectif principal étant d'alimenter l'ensemble de la population en électricité dans les années qui viennent. Je reposerai la question dans quelques instants à Cheikh Niane au Sénégal, parce que c'est vrai que quand on est dans des pays en croissance, comme la Mauritanie d'ailleurs est un pays en croissance, finalement, une fois qu'on a dimensionné son réseau, eh ben, on doit continuer à le redimensionner en permanence parce que la consommation augmente. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une vous problématique. savez, l'électricité, là où vous la menez, elle est consommée. C'est comme ça. Ça prend un peu de temps, mais ça finit toujours par les gens s'équipent, les gens commencent à consommer, ils prennent de nouvelles habitudes. Il y a des industries qui s'installent. Il y a, oui, comme on disait, tous les enfants ont des portables, donc ça crée de l'énergie. Voilà. Vous parliez des portables des enfants. Je sais que ce n'est pas le meilleur investissement, mais bon. C'est que ça consomme beaucoup finalement quand il y en a des millions. Ouais. Cheikh Niane, vous êtes toujours avec nous? Alors, je fais faire des efforts à la régie, hein. Je vous le dis, ils ne vont pas m'aimer. Hein. Tout à fait. Bon. Je voulais simplement avoir quelques renseignements. J'ai été assez étonné de voir les investissements énormes que vous avez fait au Sénégal sur l'éclairage solaire. Cette stratégie, d'abord, je ne sais pas si elle est aboutie au jour d'aujourd'hui ou s'il y a encore à faire. Comment vous justifiez ça et que c'était vraiment un axe fort de votre politique? Juste avant que vous répondiez, je remercie Philippe. Je crois que vous devez aller parce que vous devez recevoir une délégation de Québécois, c'est ça? C'est ça. J'accueille nos amis francophones du Québec, donc je vais être obligé de vous quitter. Philippe, vous êtes en plein dans la francophonie. Bon, c'est pas la même région, mais bon, merci d'être venu en tout cas. Cher Niane, pourquoi, quelle nécessité ou quelle stratégie par rapport à des investissements considérables, hein, il me semble, dans l'éclairage solaire? Oui, tout à fait. Nous avons eu un projet de plus de 100 et quelques mille, 135 000, si je ne m'abuse, lampadaires solaires qui seront dispatchés à travers tout le pays. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de projets de lampadaires aujourd'hui qui n'étaient pas très efficaces, qui coûtaient très cher à l'État en termes d'exploitation et aussi lors des facturations pour les collectivités territoriales. Donc, du coup, ça règle deux problèmes. Ce problème de gaspillage de l'électricité pour être beaucoup plus efficace, mais aussi ça permet à certaines zones du pays qui n'ont pas encore accès à l'électricité de permettre à ces gens, donc, dans un premier temps, d'avoir au moins de l'éclairage dans leur zone. Il y avait parfois, on voyait des photos qui étaient assez émouvantes, où on voyait des enfants qui étaient dans des zones non électrifiées, qui s'asseyaient en bas des lampadaires solaires pour apprendre leurs leçons. Donc c'est une première étape déjà pour une partie de la zone rurale qui avait bien marché. D'ailleurs, ça a été fait avec une entreprise française qui s'appelle Fonroche et une autre, Novea Arani. Donc du coup, c'est vraiment un projet très intéressant que nous avons évalué et même lancé une deuxième phase parce que c'était très satisfaisant. Donc du coup, l'État va continuer à développer des projets de lampadaires solaires, ce qui va régler déjà donc un problème de facture d'électricité pour les collectivités, mais aussi dans un second temps aussi des problèmes de sécurité aussi et permettre à certaines zones qui n'ont pas encore été raccordées d'avoir au moins de l'éclairage sur ces villages.
Le premier bilan que vous en tirez d'ailleurs par rapport à l'aspect autonomie, entretien, rapport coût-installation, il est bon? Oui, il est positif parce qu'avec l'entreprise, nous avions signé un contrat de fourniture et aussi un contrat d'exploitation et de maintenance de ces lampes. Donc, le montant du marché englobait toutes ces parties, avec bien entendu une garantie et aussi l'exploitation et après le recyclage de ces panneaux et aussi des batteries de stockage. Donc, aujourd'hui, c'est très suivi par l'Agence nationale des énergies renouvelables, donc qui est une agence qui est dédiée qu'aux énergies renouvelables, qui pilote et qui est maître d'œuvre de ce projet et qui est d'ailleurs en train de mettre en œuvre la seconde phase de ce projet. Merci, Monsieur le secrétaire général. Jean-Paul Guillaumet, Monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu. Alors, vous êtes ambassadeur délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales. En fait, vous êtes au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, c'est ça? Oui, un micro, exactement, vous dites. Alors, vous faites quoi exactement, que je comprenne bien et que nos amis... parce que c'est un peu énigmatique. Est-ce qu'il marche? Sans ça, attendez, c'est bon? Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais remercier l'AIRF et la région Auvergne-Rhône-Alpes de me donner cette occasion de rencontrer nos amis francophones sur cette question importante de l'énergie. Alors, ça a déjà été rappelé, l'énergie, c'est la vie, l'eau également, je partage ce point de vue. Alors, face à cette question importante, qu'est-ce que fait le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et plus particulièrement cette délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales? Alors, je vais être très, très rapide et je me tiens ensuite à votre disposition si vous voulez plus d'explications, mais je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette DAECT. DAECT qui risque d'ailleurs de changer de nom prochainement. Ça, c'est le charme des changements de gouvernement. Alors, nous sommes là pour aider les initiatives de collectivités territoriales. Je sais que je m'adresse principalement aujourd'hui à des représentants de régions ou l'équivalent de régions dans les pays partenaires. C'est vous qui êtes à l'initiative, ce n'est pas le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais le président de la République, le Parlement ont donné cette priorité, cet objectif ambitieux de renforcer la coopération décentralisée, la coopération entre les régions et autres collectivités territoriales françaises et de pays partenaires. Pays francophones, bien sûr, mais également les pays européens. Je dirais que toutes les géographies sont possibles. Alors, nous n'intervenons pas pour financer des projets. Il y a d'autres outils en France pour le financement de projets à l'export ou pour faciliter l'implantation de grandes ou petites entreprises françaises. Nous intervenons beaucoup plus en amont et toujours entre deux collectivités territoriales ou plus, ou éventuellement d'ailleurs auprès d'une association de collectivités territoriales comme l'AIRF. On fonctionne donc, par... Vous financez quoi? C'est des projets, des études? Tout à fait. Un exemple, par exemple. Écoutez, il n'y a pas de domaine particulier. Vous pouvez proposer des projets dans tous les domaines. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait à chaque fois une collectivité territoriale française, une collectivité territoriale d'un pays partenaire. Alors, pour faire honneur à notre invité de Mauritanie, si le président de la région veut développer un partenariat avec la France, quel que soit le domaine, l'énergie ou autre chose, ça peut être quelque chose plutôt dans le domaine éducatif, ça peut être quelque chose en matière de sécurité alimentaire ou dans d'autres domaines, il doit avoir un partenaire en France, il monte un projet, ils nous le soumettent et nous, on accorde une subvention à ce projet qui peut aller sur une année ou jusqu'à 3 ans. Après, si le projet est plus ambitieux ou a besoin de financement supérieur à 1 million d'euros ou autre, il y a un outil très précieux que vous connaissez dans d'autres domaines, mais qui intervient ici aussi entre collectivités territoriales, c'est l'Agence française de développement, qui a son outil qu'on appelle la FICOL. Mais là, les temps d'instruction des dossiers sont plus longs et très souvent, encore une fois, c'est passé par la DAECT
qui a aussi la possibilité d'envoyer quelques experts, soit français vers le pays partenaire, soit du pays partenaire qui viennent en France pour étudier pendant 15 jours, 3 semaines, le temps nécessaire, comment, face à une même problématique, la question à trouver une solution dans une collectivité territoriale française. Alors, c'est donc, je dirais, quelque chose d'assez léger. Bien évidemment, nous avons été particulièrement handicapés par l'épidémie de la Covid, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de missions d'expertise qui se rendaient dans les pays partenaires. Mais là, nous reprenons toutes les activités et nous finançons donc volontiers ces missions d'expertise. Missions d'expertise qui ensuite peuvent déboucher sur des études, des financements pré-projets, et vous connaissez tous les outils, soit du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, soit de l'AFD, soit du Bercy, notre ministère de l'économie et des finances. Donc voilà, nous sommes très en amont. Ce qui est très important pour nous, encore une fois, 2 règles, c'est toujours des collectivités territoriales partenaires. Et ça peut être d'ailleurs partenaire pour un projet. Il n'y a pas besoin d'être forcément jumelé, j'allais dire, à la vie et à la mort. C'est bien quand on s'inscrit dans la durée, mais ça peut être sur un projet. Et également, et ça c'est très important, un investissement politique. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des contacts entre services, entre experts. Nous insistons beaucoup sur le portage politique parce que dans la gestion de ces thèmes, on parle beaucoup de technique et bien évidemment, il faut rendre hommage aux ingénieurs, aux techniciens qui nous permettent de réfléchir à ce nouveau mix énergétique. Mais tous ces changements doivent être portés, incarnés par des personnalités politiques, des élus au conseil régional par exemple, avec leurs partenaires dans les pays dans lesquels nous menons ces projets. Il y a une manière de s'entendre, une manière de se parler quand on est élu, que ce soit en France ou ailleurs, et ça permet entre autres de traiter des questions comme la mise en œuvre de ces changements. Parce que s'il y a une chose qui est quand même assez frappante en France, c'est la difficulté de mettre en œuvre quelque changement que ce soit d'ailleurs, qu'il soit bon ou moins bon. Alors je ne sais pas si entre francophones nous avons ce point commun au-delà de la langue, mais partager l'expérience d'un maire ou d'un conseiller régional pour savoir comment il a mené à bien ce changement, à quel moment il a fait intervenir d'autres intervenants de la société civile, à quel moment sont entrés dans le jeu les cabinets d'experts, les entreprises, petites ou plus grandes. Ça, c'est très intéressant et c'est un dialogue que ne peuvent avoir que des élus de part et d'autre. Alors, vous avez financé beaucoup de projets dans l'énergie. C'est une matière importante ou est-ce qu'on est plutôt sur de l'action territoriale assez classique ou du transfert de compétences ? Encore une fois, nous avons comme priorité celle de la diplomatie française en général. Nous n'avons pas d'exclusive, nous laissons aux collectivités territoriales l'initiative. Donc si elles veulent intervenir dans le domaine de l'énergie, je dirais libre à elles. Il n'y a peut-être pas assez de projets dans ce domaine-là. C'est pourtant clairement de la compétence des collectivités territoriales. Et puis, le thème de l'énergie est très vaste, mais beaucoup de décisions sont prises au niveau local. Et donc, nous appelons de nos voeux une augmentation des projets dans ce domaine-là. Et ce sont aussi des projets extrêmement appréciés par nos concitoyens. Il se pose parfois la question, mais ça sert à quoi tout ça ? Pourquoi aller se soucier de faire de la coopération décentralisée, qui en Afrique, qui en Amérique du Sud, qui en Asie ? Mais c'est très important de montrer qu'il y a d'abord un partage d'expérience, que l'on apprend beaucoup entre élus quand ils se rencontrent de cette manière-là. Mais c'est aussi parce que nous sommes face à des défis globaux, tout ce qui touche bien évidemment à la lutte contre les dérèglements climatiques et les questions énergétiques sont en première loge dans ce combat. Ça va dans le sens des priorités de la diplomatie française. Donc si je prends un exemple, puisque le président El Madjoub est juste à côté, il veut faire une étude, je parle à votre place, d'un champ éolien chez lui pour faire de l'électrification rurale, il ne sait pas bien si ça peut être pertinent.
Il demande au président Wauquiez, ici en région Rhône-Alpes, si on ne pourrait pas avoir, parce qu'on a des boîtes ici qui savent faire ça, il ne serait pas intéressant de faire ce genre de choses. Il peut venir vous voir avec un projet de ce type. Exactement, c'est un peu cela. Est-ce que c'est pertinent, une étude de faisabilité ou de... Tout à fait. C'est donc un projet porté par des élus en France et dans un pays partenaire. Mauritanie est aussi un pays prioritaire pour la coopération française, comme vous le savez certainement. Donc, si vous avez un projet développé par les services, en y ajoutant le plus possible d'expertise, y compris, je dirais, d'agences, par exemple, agences de l'eau, agences et d'énergie ou d'organismes spécialisés dans cela. Mais vous avez bien les deux collectivités territoriales, le portage politique. Nous, on regarde le projet et volontiers, on l'appuie. Mais vous voyez bien, on est encore très en amont. Oui, on ne va pas vous envoyer des éléments d'éoliennes. Vous n'allez pas financer les éoliennes en question. Vous êtes là complètement en amont du projet, en train de se dire est-ce qu'il serait pertinent ou pas pertinent, enfin, sur l'étude de faisabilité, enfin, dans le domaine énergétique. L'étude d'optimisation ou d'efficience énergétique, c'est souvent important pour savoir effectivement si il y a des choses à faire. Si vous me permettez, j'ai insisté sur le fait qu'il fallait forcément une collectivité territoriale française, une collectivité territoriale d'un pays partenaire, mais on peut, je dirais, raffiner l'exercice, avoir plusieurs collectivités territoriales du côté français, mais également plusieurs collectivités territoriales de plusieurs pays partenaires. Parce que ce qui est très frappant dans le domaine des questions énergétiques en particulier, c'est tout l'intérêt du partage d'expérience. Ce qui s'est fait au Sénégal peut peut-être être répliqué, adapté dans un autre pays. Ne perdons pas tout le capital que représentent ces expériences réussies. Donc la vraie coopération internationale au sens le plus noble du terme. Donc. Exactement. Combien de projets vous financez par an ? Le nombre de projets n'est pas un indicateur extrêmement utile, puisque nous avons des petits projets à 10 000 euros et nous avons d'autres projets sur plusieurs années qui dépassent le million. Donc, même pas, je crois, de chiffres de projets. Et nous avons... Et vous n'êtes pas limité en budget, c'est-à-dire que non, justement. Et nous arrivons à remplir nos objectifs. Mais en bientôt 30 ans de carrière comme diplomate, c'est la première fois que j'arrive dans une partie du ministère où les budgets sont croissants et les effectifs sont plutôt garantis. Donc profitez-en, il y a des possibilités pour de la coopération décentralisée, que ce soit du côté de l'AFD ou du côté du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui poseront des questions tout à l'heure sur le sujet. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être venu jusqu'à nous. On va donner plutôt maintenant un peu la parole un peu aux entreprises, parce qu'en fait, c'est des parties importantes dans ce mix énergétique et des réflexions sur le sujet. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais demander à Édouard Villotte, qui est le directeur régional de Total Énergie. Alors, quand on parle de mix énergétique, pour le coup, là, vous êtes en plein dedans, hein, parce que quelque part, vous êtes en train profondément de vous transformer, non ? Oui, tout à fait. Ouais. Déjà, merci Marc pour cette occasion de prendre la parole. Je suis très, très heureux et très honoré également de participer à cette journée et à ces rencontres. Et puis très intéressé, alors c'est une parenthèse dans mes fonctions qui se limite à la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une ouverture vers l'extérieur, très intéressé d'entendre les représentants de ces grands pays africains se positionner sur cette question de mix énergétique, où on voit bien que finalement il n'y a pas une solution, mais il y a autant de solutions que de pays en fonction de ses ressources, ses compétences, ses besoins. Et il y a un objectif commun qui est la décarbonation. Effectivement, quand on parle du mix énergétique, c'est la décarbonation. Et ce sur quoi on est engagé aujourd'hui, qui est une transformation majeure, qui impose un changement de culture, de modèle économique, c'est le fait d'avoir cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050 et qui implique d'augmenter de manière très significative la part de l'électricité renouvelable qu'on produit, qui va arriver à 50% de notre mix énergétique en 2050, et de réduire la part du fossile à 25% en compensant, c'est-à-dire en faisant de la séquestration de carbone pour cette part qui subsiste. Est-ce qu'on est les bons élèves ? Est-ce que la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'on est les bons élèves dans ce domaine, puisque vous dirigez la région Auvergne-Rhône-Alpes, et est-ce qu'on va arriver à ces objectifs parce que là, pour nous, enfin, il me semble que la région Rhône-Alpes, en mix énergétique, là, on est assez bien placé, parce qu'on a un peu de tout, là.
On a du nucléaire, on a du solaire, on a un peu de tout, non ? Tout à fait. La région Auvergne-Rhône-Alpes est bien placée dans cette transition énergétique, comme vous le rappelez. En France également, on a une trajectoire de réduction de nos émissions qui est assez favorable. En région, en France ou en Europe, on a réduit de l'ordre de 25% nos émissions de carbone sur les 30 dernières années. Alors ça peut être un chiffre en trompe-l'œil, parce que du fait de la délocalisation, on a déporté une partie de ces émissions vers d'autres pays. Et au même moment, sur ces 30 dernières années, on constate que des pays comme l'Asie, par exemple, où on a délocalisé une grande partie de nos productions, ont, eux, multiplié par 3 leurs émissions de CO2. Et donc, alors qu'on était au même niveau d'émissions, à 5 milliards de tonnes il y a 30 ans, aujourd'hui, nous, on est à 4 en Europe. Alors là, j'ai élargi un peu le périmètre. L'Asie est à 16 milliards de tonnes. Donc, il y a des enjeux aussi majeurs sur l'Asie. C'est comme ça que nous, on se positionne sur le gaz comme une énergie de transition pour produire de l'électricité à partir du gaz et remplacer le charbon qui est très émetteur de CO2 au niveau planétaire. Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, je suis bien conscient, mais les émissions n'ont pas de frontières et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un spectre le plus large possible pour comprendre ces enjeux d'émissions et de transition. Donc on parlait de découverte du gaz, notamment au Sénégal comme en Mauritanie. Donc pour vous, ça fait partie intégrante d'un projet de décarbonation. Ce n'est pas l'élément le plus polluant, entre guillemets, de la production d'énergie. Et ça peut être quelque part dans des objectifs de mix énergétique vertueux. Alors c'est une énergie de transition. Ça veut dire que sur une période, dans les 15-20 prochaines années, on va en avoir besoin pour décarboner. Mais il faudra qu'on s'en passe à terme si on veut être neutre en carbone. Dans l'horizon 2050, s'il subsiste des énergies fossiles, elles seront principalement gaz. Et à ce moment-là, on les compensera par de la séquestration. Alors, excusez-moi, mais comment est-ce qu'on fait pour être neutre en carbone en 2050 ? Parce que c'est même pas à peine 30 ans, donc ça va quand même être très rapide. On fait comment ? Alors, c'est des investissements majeurs dans l'électricité renouvelable. Donc là, on l'a dit, photovoltaïque, éolien, hydroélectrique. C'est des investissements majeurs dans toutes les molécules bio, donc biocarburant, biogaz, avec une empreinte carbone neutre, enfin sans empreinte carbone, puisque la plante a absorbé du CO2 quand on rejette et qui est rejeté quand on consomme ce carburant. Donc, c'est effectivement des investissements très importants. En 2021, on a investi 3,5 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. C'est la moitié de nos investissements de croissance. À notre échelle, on est un petit acteur à l'échelle planétaire. On investit 50% on dépense 50% en R&D dans le renouvelable. Sur un budget d'1 milliard, la moitié est consacrée aux énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, oui, il faut accélérer, il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables pour atteindre cet objectif et matcher l'urgence climatique dont on a tous conscience aujourd'hui. Les objectifs qu'on a entendus des différents pays et de ce que vous avez entendu, ça vous évoque quoi là, par rapport à ces pays africains ? Vous disiez vous étiez assez étonné et plutôt ouvert à découvrir aussi des façons de faire qui sont assez similaires finalement à ce que je vois ce que vous menez. Et vous, vos objectifs chez Total Energy, c'est quoi là-dessus ? Alors effectivement, moi ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est qu'il y a une volonté forte d'agir dans ces pays, d'être des acteurs de la transition énergétique, de décarboner. Sur les pays africains où on a une forte présence, on est présent dans 40 pays, on a 10 000 collaborateurs qui travaillent sur ce continent. Nous-mêmes, on est un acteur important dans les énergies renouvelables. On a un programme de solarisation de nos stations-service pour déjà décarboner nos consommations sur les stations. Et sur les 4500 stations, il y en a déjà à peu près 2000 qui ont été entièrement solarisées. Et puis on a des programmes importants de séquestration de carbone en Afrique, où on a par exemple, pour l'illustrer, au Congo, lancé un grand programme de reforestation sur 40 000 hectares. Ou au Gabon, on a signé un partenariat avec la Compagnie des Bois du Gabon qui gère les forêts du Gabon pour travailler à la gestion des forêts et améliorer la séquestration naturelle du carbone sur ces forêts. D'accord, donc vous devenez un acteur agissant. Vous avez donc une politique RSE assez évoluée, donc sur l'Afrique en tout cas. Alors ça va au-delà du RSE, c'est vraiment chevillé à nos activités corps principales, avec l'objectif de décarboner les énergies pour répondre à un enjeu fort qui est
plus d'énergie, puisqu'on a une population croissante, moins de carbone. Moi, je disais tout à l'heure croissance de la population. Alors même si on va connaître sans doute une stagflation au mieux en Europe, en tout cas qu'on a un peu de latence, il n'empêche que la consommation d'énergie augmente. C'est compatible avec tout ce que vous venez de dire, parce que avec des objectifs de décarbonation aussi importants. Et je ne sais pas comment vous prévoyez d'ailleurs l'augmentation de l'énergie. Enfin, je n'allais pas dire du prix, parce que je pense que vous n'avez pas de boule de cristal, et puis vous n'allez pas vous lancer dans des prévisions. Mais en tout cas, de la consommation et de l'accès, vous voyez ça comment ? Alors c'est vrai que si on regarde dans le rétroviseur, c'est assez enseignant. Depuis 1950, la population sur la planète a été multipliée par 3. La consommation d'énergie a été multipliée par presque 8. Donc on voit qu'on a eu des modes de vie qui ont eu recours à beaucoup plus de consommation. Autrement dit, la consommation énergétique a été plus rapide en croissance que la démographie. Elle-même. Donc on comprend qu'il y a 3 enjeux derrière ça. Il y a un premier enjeu de décarbonation, consommer des énergies vertes. Il y a un enjeu d'efficacité énergétique et puis un enjeu de sobriété. Donc c'est sur ces 3 piliers qu'il faut pouvoir agir pour arriver à cet objectif de neutralité carbone. Ouais, comme souvent on dit, effectivement, la première chose pour optimiser la consommation, c'est d'abord moins consommer. Bon, ça vous arrange pas, remarquez, de moins consommer. Si, parce qu'on est un acteur de la transition, on est un acteur de la décarbonation, et comme tous, on est d'abord des citoyens et on a ce souci de préserver la planète, ça c'est clair. Merci Edouard. C'est un peu le sujet de Franck Le Sueur auquel je vais passer maintenant, qui est le cofondateur de la société Enequio. Parce que quand on parle, Franck, vous êtes une entreprise qui elle, est plutôt d'abord sur l'énergie solaire, mais un peu quand même sur l'optimisation et sur l'analyse, c'est ça ? Ça doit être allumé. Oui, merci Marc. Oui, complètement. Enequio, ça voulait dire énergie Kyoto. Le challenge, c'était de dire, au moment des accords de Kyoto, lorsqu'on parlait de transition énergétique, tout le monde expliquait que ça allait coûter cher, c'était pas rentable et que c'était un business, entre guillemets, de subventionné. Et donc, notre approche, c'était de travailler d'abord sur l'efficacité énergétique. Et donc, on va consommer moins, donc de la faire. Enfin, je vais vous aider à moins consommer, quoi. Et si on prend l'exemple de la France, maintenant, si vous voulez vendre une maison, on doit regarder le bilan énergétique d'une maison. Et personne ne va acheter une maison si elle a un bilan D. Il faut au moins être entre A et B. Et pareil sur les équipements électriques. Malheureusement, en Afrique, tous les équipements sont Z. Donc, quand vous arrivez, si vous êtes vendeur de panneaux solaires, vous êtes content, puisque vous arrivez dans un village pour électrifier, vous regardez le bilan énergétique, vous allez vendre plus de conteneurs. Si on veut, comme Total, être acteur de la transition énergétique, on va d'abord regarder les besoins. Et nous, notre démarche avec les agences régionales de développement, et je salue le secrétaire général du ministère, c'est de travailler avec les collectivités qui connaissent leur territoire. Et on a eu le challenge de dire on va d'abord travailler sur des villages où il va y avoir un impact social, sociétal et environnemental le plus important, où il y a de la production. Quand vous jetez 90% de votre lait tous les jours, quand vous perdez une production parce que l'eau est saumâtre, vous n'avez pas d'énergie pour la scolarité des étudiants ou des jeunes pour lire le soir, etc. Donc, on s'est attaché à travailler sur l'électrification rurale de villages, en décentralisé. Et ça sera intéressant par rapport au mix énergétique, mais en travaillant d'abord sur quels étaient les besoins. Et la réponse, c'était les maisons de santé, les écoles et l'agriculture. Et c'est les 3. Et à chaque fois, ce sont les femmes qui travaillent là-dedans. Et là, on a un vrai impact social et sociétal et un vrai impact économique. À partir du moment où on va mettre en place des équipements qui vont servir et qui sont efficaces en termes d'énergie. Je vais prendre un exemple, parce que j'ai travaillé beaucoup au Moyen-Orient. C'est un peu si vous avez un bédouin qui fait 10 km avec ses chameaux pour aller chercher de l'eau au puits, il récupère 50 litres. Quand il revient, il ne prend pas une douche. Il partage l'énergie. Quand vous voyez des lumières ou de la climatisation, on prend des douches énergétiques, sauf qu'on ne les voit pas. Donc dans les pays africains, ils font attention à l'eau. Au niveau d'un puits, ils le distribuent en fonction des besoins. Sauf que l'énergie, on ne le voit pas comme ça. Et la démarche a été de créer avec eux des comités d'électrification, imams, marabouts, chefs de village, en disant l'énergie, on va la concentrer au minimum et on va le distribuer en fonction du besoin à différents moments de la journée et de la nuit. Et le point qui a déclenché, puisqu'on parlait des collectivités, c'est qu'aujourd'hui, les panneaux solaires coûtent vraiment peu cher, mais les batteries sont encore un frein. Très cher. Et donc, si on veut travailler sur le productif, on dit on a du soleil dans la journée, il faut produire dans la journée.
pour l'agriculture, pour la menuiserie, pour tous les travaux qui sont liés. Et l'impact des batteries, c'était pour l'éclairage de nuit. Et donc, on a mis au point des innovations pour diminuer la consommation 75%, ce qui fait que la majorité des panneaux solaires, au lieu de charger des batteries pour la nuit, sont dans le productif. D'accord. Donc, il y a vraiment une question d'éducation et de formation. Vous voyez comment, vous, cet aspect mix énergétique, vous qui êtes un acteur du solaire, est-ce que vous pensez que vous pouvez-vous réussir à solutionner tous les problèmes ? C'est très intéressant, c'est qu'en ce moment, le pétrole, il est assez haut, mais il y a eu des périodes où il était très bas. Et j'étais à une réunion à Abu Dhabi, où le président Macky Sall était venu, et tout le monde m'a dit, le jour où le pétrole est à $35, Franck, tu ne sers plus à rien, quoi. Pourquoi on va s'embêter à faire des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique? Et le président qui s'occupait de ce salon, qui est maintenant ministre du pétrole, qui était sur les solaires, le lendemain, il a augmenté le tarif de l'eau et de l'élec de 50%. Le lendemain. Bien que le pétrole soit baissé. Pour dire que c'est une vraie stratégie de long terme de travailler sur l'efficacité énergétique. Et donc, quand on vient des pays Sénégal, on a travaillé sur le plan Sénégal émergent pour l'électrification rurale. Et quand on parlait de villages, ce que disait tout à l'heure M. le secrétaire général, il y a des villages qui sont extrêmement éloignés, c'est-à-dire qu'ils ne verront pas l'énergie avant 20 ou 30 ans. Donc, même s'il y a du gaz, les pipelines, etc. Donc, soit on veut laisser la population rurale venir engorger l'urbain, soit si on veut leur donner la possibilité de se développer économiquement sur leur lieu de naissance, il faut décentraliser. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'antinomie entre du gaz, du pétrole qui va donner des possibilités économiques importantes et des mini-grids complètement décentralisés qui permettent immédiatement à une économie locale de se développer à partir du moment où il y a du maraîchage, de l'agriculture et tout un tas d'économies locales. Okay. Si je peux demander à Cher Ndiaye ce qu'il en pense. Si vous êtes toujours là, Cher. Alors, j'avais deux questions pour vous, Cher Ndiaye. La première, c'était qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Édouard Villot sur les aspects décarbonation, objectif carbone, COP26, accord de Paris, et comment vous voulez intégrer ça, vous qui devenez maintenant producteur de pétrole. Et la deuxième question, effectivement, c'était la réaction, peut-être par rapport à la réflexion de l'entreprise Eneco, de savoir comment vous voyez-vous les choses de votre côté. Oui, merci beaucoup pour cette question. Nous, par rapport à la question sur la transition énergétique, je pense que les approches sont différentes par rapport aux pays européens et africains. La plupart des pays européens ont réglé leurs problèmes d'accès à l'électricité, où tout le monde a accès à l'électricité. Vous êtes plutôt dans une transition écologique, c'est-à-dire d'aller vers des énergies plus propres, en tout cas décarbonées. Nous, on a des problématiques qui sont différentes. On a des problèmes d'accès à l'électricité dans certaines zones et aussi le coût de l'électricité est assez élevé dans nos zones. Donc nous, on a des challenges d'abord d'accès universel à l'électricité et de réduction des coûts de production pour pouvoir avoir des tarifs qui sont compétitifs et aussi industrialiser nos pays. Donc c'est vraiment différent. Et donc aujourd'hui, l'Afrique a moins contribué par rapport à cette pollution et au changement climatique. Et il est normal aussi qu'il y ait cette phase de transition qu'on puisse permettre aux pays africains qui ont moins contribué de développer leur pays, de s'industrialiser et aussi de créer de l'emploi pour la jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des pays africains ont une population très jeune. Par exemple, au Sénégal, plus de 65% de la population à moins de 35 ans. Donc, il faut des perspectives, il faut du travail, il faut de l'industrialisation. Et donc, ça passera forcément avec une énergie en quantité, en qualité et au moindre coût. Donc, nos approches sont complètement différentes. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, le plaidoyer que nous lançons, c'est d'avoir une transition énergétique juste et équitable et qui prenne en considération le développement et le développement socio-économique de nos pays.
Vous dites en gros, chaque chose en son temps, laissez-nous d'abord nous développer et créer de la valeur. Et puis ensuite, on pourra, c'est pas nous les pollueurs, c'est vous. Donc finalement, laissez-nous un peu le temps de nous développer avant de respecter des critères qui sont restrictifs. Et sachant que, par exemple, pour nos CDN, nos contributions déterminées nationales, le Sénégal, par exemple, a atteint ses objectifs, à titre d'exemple. Mais on ne peut pas nous demander de ne pas exploiter ou développer du gaz que nous avons découvert dans nos côtes pour nous développer et juste se focaliser sur les énergies renouvelables parce qu'il faut décarboner. Donc, en fait, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, il faut quand même que les gens aussi respectent aussi le développement et aussi les configurations des pays et aussi voilà, qu'on ait une énergie, vraiment une transition énergétique juste et équitable. Et le Sénégal, par exemple, a besoin d'accélérer son industrialisation pour répondre aux exigences en termes d'emploi, en termes de perspectives et d'accès universel à l'électricité. Moi, j'ai parlé avec plusieurs patrons de collectivités et chefs d'entreprise aussi africains qui m'ont dit oui, mais on a un problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, notamment par rapport à l'accès au financement et au crédit, on doit respecter, on nous demande de respecter des critères de RSE et énergétique et j'allais dire de transition écologique qu'on est incapable de respecter parce que c'est des choses qui n'existent pas chez nous. Est-ce que vous avez aussi ce problème d'accès au financement en respectant, est-ce que c'est aussi pour ça que vous continuez à vouloir maintenir entre guillemets 30% d'énergie verte entre guillemets dans votre mix énergétique? Absolument. Je pense que nous, on a cet objectif de maintenir ce pourcentage et même d'aller au-delà à travers une coopération sous-régionale avec nos frères de la Mauritanie. Mais aussi le problème d'accès. Aujourd'hui, on est confronté au financement de projets gaz. Voilà, la plupart des pays, notamment européens, ne considèrent pas, ne veulent pas financer des projets gaz pour des pays africains. Et pourtant, ces mêmes pays nous demandent est-ce qu'on est prêt à vendre notre GNL. Donc, c'est un peu contradictoire. Et récemment, j'ai vu qu'un pays qui pousse vraiment pour les énergies renouvelables, pour ne pas les citer, est en train de remettre sur la table le développement de l'électricité avec le charbon et utiliser le gaz pour le chauffage. Donc, c'est-à-dire c'est très contradictoire. On demande aux Africains qui, eux, doivent se développer, s'industrialiser. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, les énergies renouvelables, ça marche, vous pouvez vous développer avec ça. Et de l'autre côté, il y a des pays qui, eux, déjà industrialisés, veulent continuer à utiliser ces énergies fossiles. Donc, je pense qu'il faut quand même plus d'équité et de justice dans cette transition énergétique. Une réaction sur le sujet auprès de mes autres intervenants ou personne? Par contre, monsieur, oui. Si vous permettez, je vais devoir me libérer. J'ai un téléphone qui est à 2%. Et je crains que... Ok, merci. Non, mais il vous manquait d'énergie, oui, ça c'est vrai. Bon, merci en tout cas d'être intervenu. Merci bien. Et d'avoir remplacé la ministre au pied levé. Bien. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, juste pour dire que pour répondre à la problématique des collectivités et l'augmentation de la population qui arrive sur les territoires, effectivement, dès qu'on amène de l'énergie, elle sera directement consommée. Et un des moyens de contrer ça, c'est de travailler sur des bâtiments à énergie positive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une infrastructure, il y a des technologies, on travaille avec des sociétés en Rhône-Alpes qui sont très efficaces là-dedans, et c'est ce qu'il faut. À partir du moment où on met une infrastructure, il faut avoir la volonté qu'elle soit autonome en énergie. Et nous, on a pris un challenge dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il y avait un programme de 100 000 logements sociaux. Et on a proposé au gouvernement de faire des logements sociaux autonomes en énergie. Quand on entend en France que les HLM sont des puits énergétiques et que les gens doivent choisir l'hiver entre se chauffer et se nourrir, là-bas, le challenge, et on a les technologies aujourd'hui sur des nouveaux bâtiments avec les nouvelles normes. Donc à chaque fois qu'on va déployer une infrastructure, ayons la réactivité, la sensibilité pour dire comment je peux rendre cette infrastructure autonome en énergie. Et aujourd'hui, il y a des grandes entreprises françaises, on a toutes les technologies pour faire ça à moindre coût. Très bien. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans des pays qui sont comme ça en fort développement, on peut choisir les meilleures technologies, on peut choisir les meilleures solutions, alors que nous, parfois, on galère un peu parce qu'on a un passé avec des HLM qui sont des puits sans fond. Il faut mettre dans le village le plus reculé d'Afrique les mêmes technos qu'on déploie dans les pays les plus développés,
puisque c'est ça la force des entreprises françaises, c'est nos technologies, nos innovations. Allez, on va passer aux questions, à moins qu'il y ait d'autres choses à dire. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations à poser à nos intervenants ou des réactions par rapport à cet aspect mix énergétique? Oui. Alors, vous avez un micro devant vous et normalement, si vous appuyez sur le petit bouton... On appuie, c'est bon. Merci. Moi, c'est Kalbassou Daniel, le président du conseil régional de l'extrême nord du Cameroun. Il était très actif aujourd'hui, Monsieur le Président. Merci. Ma question est celle-ci. Toutes ces technologies, c'est bien. Nous en avons besoin et le besoin est énorme. La question qui se pose est de savoir est-ce que les sociétés françaises ne peuvent pas faire un partenariat avec nos sociétés locales là-bas et installer ces technologies sur place puisque le besoin est énorme. Par exemple, les panneaux solaires, tous les projets que j'ai vus passer, ce sont toujours les panneaux solaires venant d'ailleurs. Est-ce qu'il y a possibilité effectivement d'avoir un partenariat avec des sociétés françaises et qu'on fabrique les panneaux solaires en Afrique? C'est là ma question. Merci. Alors, fabriquer des panneaux solaires en Afrique. Alors là, plus compliqué parce que je crois que... Si, il y a peut-être un projet au Sénégal d'ailleurs sur le sujet. Je sais qu'on en fabrique en Algérie, mais je crois qu'ils sont assemblés. Je ne suis pas sûr qu'ils soient fabriqués. Quelqu'un veut répondre à cette question? Donc, il y avait eu des tentatives qui ont été faites effectivement au Sénégal. Bon, maintenant, ce qui est important lorsqu'on veut faire des panneaux, c'est d'avoir les ressources premières en matière première. Et il y a des challenges qui sont ailleurs, qui peuvent être faits en termes d'industrialisation. Effectivement, c'est une bonne idée, mais il faudrait mutualiser des pays et pouvoir arriver. Mais je pense que les Chinois et les Allemands, voire les Américains, voire Total aussi, ont une avance. Et aujourd'hui, les coûts sont tellement faibles que ce n'est pas très intéressant de reconstruire une filière. Par contre, il y a des filières industrielles derrière qui peuvent être intéressantes sur les bâtiments, sur d'autres éléments. Et pareil, de dire si on fait une usine, comment je peux la rendre autonome en énergie? Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre une usine, il va falloir l'alimenter, la connecter, donc vous êtes toujours dans les zones urbaines. Donc je vois plus de travailler sur la production, distribution, transformation de l'énergie et de la consommation, mais la création des panneaux premiers, je pense que le temps est passé déjà. Oui, alors je réinterviewais Mauranuel, le président des conseillers du commerce extérieur de la France, dans Rhône-Alpes l'autre jour, et c'est vrai que, comme il dit très bien, vouloir relocaliser ce que les Chinois font très bien, ça va être très très difficile. Par contre, il va falloir innover et se positionner sur d'autres segments, parce que sans ça, effectivement, on aura beaucoup de mal. Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Villot? Oui, peut-être pour illustrer, parce qu'effectivement c'est très compliqué de reprendre la main sur une filière qui a été délocalisée. On entend régulièrement parler de projets pour relocaliser la production, que ce soit de panneaux ou de batteries. Alors sur les panneaux, il y a un projet qui a été annoncé récemment, le projet Carbone, mais qui est en phase de maturation, qui est au tout début de son lancement en quelque sorte. Sur les batteries, on est un peu plus avancé puisqu'il y a au moins 2 grands projets. Il y a un projet qui est porté par Total Energy, effectivement, pour produire en France et en Allemagne des batteries lithium-ion en partenariat avec Stellantis et Mercedes-Benz. Donc là, c'est aussi un effort pour relocaliser, reprendre la main sur une filière qui est à 90% asiatique aujourd'hui. Mais en y mettant de l'innovation. Alors, on reste pas sur les batteries, peut-être. Alors, à ce stade, et pour les premières productions qui vont démarrer en 2023, on est sur des standards bien connus de batteries lithium-ion. Donc, il n'y a pas encore d'innovation. Par contre, dans les labos, effectivement, on travaille sur les batteries prochaine génération. Il y a encore quelques verrous technico-économiques à lever avant que ça puisse se faire. Mais les projets de production sont sur des batteries lithium-ion. Mais avec des capacités assez significatives, puisqu'on devrait être à 120 ou 130 gigawatts an de production de batteries lithium-ion en 2030.
Mais ça, c'est pour la France. Ça ne répond pas tout à fait à la question pour l'Afrique. Aujourd'hui, oui, mais ça revient un peu à la même chose. C'est-à-dire, en fait, les efforts à faire pour recréer une filière sur des produits de ce type-là sont énormes et extrêmement compliqués à faire, quoi. Sauf de l'assemblage, parce qu'effectivement, de l'assemblage, là, par contre, on peut le faire de partout. Monsieur le Président. Merci. Merci, M. Touaques Mabry, président de la région du Tonkpi en Côte d'Ivoire, dans, je ne voulais pas dire extrême nord comme au Cameroun, mais dans l'extrême ouest. Alors, la question qui a induit la conférence est claire. Hein? Est-ce que le MIS est une solution pour le développement? Nous avons, nous, pays africains, un gros problème de compétitivité. Il y a eu des ateliers ce matin. Et ce qu'on nous demande généralement, outre les questions de l'environnement, de l'investissement, l'environnement des affaires, etc., c'est de faire en sorte qu'il ait l'accès aux facteurs de production. Voilà, c'est-à-dire l'investisseur vient, quelqu'un qui veut investir dans l'industrie, veut être sûr qu'il y a de l'énergie de bonne qualité disponible, qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, que la fourniture sera continue, etc., etc. Et ça, c'est un challenge qui se trouve entre les mains des gouvernants de nos pays. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes dans ce secteur, spécialiste, investisseur, homme d'expérience, que la solution, justement, la réponse à la question ici ne serait pas que ce soit donc de l'investissement massif dans les énergies renouvelables. Parce que maintenant, un pays comme la Côte d'Ivoire commence à faire l'option de ne plus être producteur, d'encourager la production, de racheter, de distribuer. Donc ça veut dire que des gens peuvent venir investir dans des énergies propres, vendre à la Côte d'Ivoire ou peut-être à d'autres entreprises intermédiaires qui vont redistribuer, etc. Est-ce que ça, ce n'est pas un business qui nous mettrait d'accord et qui fera en sorte que nous continuons donc de réunir les critères d'investissement, notamment d'accès au financement et autres? Merci. Qui veut répondre? Oui. Alors, pour une question complémentaire. Oui, je voulais juste donner un exemple. Puisqu'il y a une grosse structure qui est en train de construire une centrale d'énergie solaire. Mais elle est passée par l'État qui l'a orientée vers la structure qui s'occupe de l'énergie, qui a validé le projet et ensuite ils ont donné l'autorisation de la construction. Nous, en tant que collectivité, notre rôle était de négocier avec les propriétaires terriens pour que la centrale puisse être construite. Est-ce que vous voudriez qu'en fait c'est une plus grande décentralisation, c'est-à-dire que vous puissiez gérer vous-même? Non, tout est géré directement par l'État en termes d'électricité. Mais vous, pour progresser, vous voudriez le gérer? Notre rôle, c'était aller voir les propriétaires terriens. Bon, ce que nous voulons, notre souhait, malheureusement, la solution n'est pas ici, elle est en Côte d'Ivoire. C'est la décentralisation effective. Voilà. Ici, la solution n'est pas là. Merci. Oui, Monsieur Diouf. Votre gauche. Non, moi je voulais juste... c'est vrai, hein, mais le problème que nous avons, c'est vrai, nous avons une opportunité, c'est le soleil. On l'a fait. On a tenu compte, on a travaillé. Mais le problème que nous avons, c'est le transfert de technologie. La question de la maintenance, du suivi, des investissements importants. Parce que le solaire, c'est vrai, au départ, on fait beaucoup d'investissements, même si par là, tu rattrapes. Monsieur le secrétaire général disait tout à l'heure que nous avons le problème du coût de l'électricité et de l'accès à l'électricité. Le Sénégal a un très grand projet sur les accès universels, l'accès à l'université. Éducation, santé, assistance, accès à l'université. L'option, c'est le mix énergétique sur l'énergie basique, mais aussi tout ce qui est renouvelable. Mais la question de l'entretien. Nous avons investi au Sénégal, un projet important du chef d'État, 100 000 lampadaires dans tous les villages du Sénégal. Mais 3 mois après,
vous repassez dans les routes, les lampes s'éteignent. Soit ça s'est brûlé, soit il y a un chiffrage de courant, soit sur le plaque, il y a un dépôt de poussière. Donc la question de l'entretien, la question du transfert de technologie est une problématique qui doit accompagner nos investissements dans nos pays. C'était la contribution que je voulais faire. Merci. On va demander au président du Cluster Lumière ce qu'il en pense, Philippe Badarou. Oui, Philippe Badarou, président du Cluster Lumière, et je rebondis sur votre propos parce que je voulais exactement arriver au même point, à savoir que c'est bien d'imaginer de fabriquer des panneaux solaires en Afrique, mais avant ça, il y a tout un contexte structurel, de compétences de toute l'industrie pour pouvoir permettre que ces transferts de technologie dont nous parlons puissent vivre. Et je reprends, et je connais le sujet puisque j'ai vu des luminaires solaires pleins de poussière et de sable, tout simplement parce que le panneau ne peut pas être nettoyé, c'est-à-dire qu'un panneau qui est à 5, 7, 6 mètres de haut, il est très difficile d'envisager de le nettoyer facilement. Donc la solution semble très pertinente sur le papier de pouvoir utiliser des luminaires solaires, mais en fait dans le contexte des climats et des structures industrielles qui sont en place, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Donc on a un vrai sujet, et je pense qu'aujourd'hui le sujet est plus dans le transfert de compétences, dans ce qui est la capacité d'exploitation des technologies que l'on va mettre en œuvre. Et notamment, vous parlez de la maintenance, combien on voit de projets qui sont ambitieux, qui sont très bien réalisés, mais qui finalement ne durent pas parce que tout simplement la maintenance pêche. Et ce sont souvent des choses simples à mettre en œuvre et que les industriels ne prennent pas en